Bonjour à tous, rebonjour ceux qui sont encore là. Bien, je suis ravie de continuer à animer toutes ces tables rondes sur l'IA. Et donc là, on va parler d'expérience utilisateur. Contrairement à tout à l'heure, on parlait vraiment des outils qu'équipaient plutôt les journalistes. Et on va parler vraiment de cas d'usage concrets. Comme ça, vous pouvez repartir avec plein de bonnes idées. Donc, je suis ravie d'avoir avec moi donc, Camille Pétinéo, rédactrice en chef adjointe en charge de l'exploitation éditoriale de la data à l'INA et aussi responsable édito de dataina.fr. Tu viens nous expliquer ce que c'est juste après. Cécilia Gabizon, VP Content et Artificial Intelligence chez ETX Magellan. Hélène Zemmour, directrice du numérique et de l'innovation chez TV5 Monde. Et enfin Vincent Fleury, directeur des environnements numériques chez France Média Monde. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, alors juste avant quand même de parler de tous ces cas d'usage, je voulais savoir un peu, vous, quand est-ce que vous êtes mis à vous intéresser en fait à l'IA? Est-ce que ça s'est un petit peu venu à vous? Vous étiez très très curieux là-dessus. Ça marche? Je teste. Non? Oui, ok, c'est bon. C'était un test. Donc moi, je suis data journaliste, c'est de métier. Donc l'intelligence artificielle, j'y suis venue par le code. J'avais envie d'apprendre à coder. Et le code, je m'y suis mise en 2020. Et puis vraiment, utiliser l'IA au service du journalisme, je dirais que c'est en mars 2022, à la lecture d'une enquête qui a été faite par Naël Chayab et Isabelle Bouchard pour Radio-Canada sur l'étalement urbain des métropoles canadiennes. Et pour faire cet article-là, cette enquête-là, en fait, ils ont entraîné un modèle d'IA sur des images de satellites et ils ont pu découvrir des choses complètement inédites qu'ils n'auraient pas pu découvrir autrement. Et c'est là où je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à implémenter des connaissances d'IA à mon métier de journaliste et de data journaliste. Cécilia. Alors, moi, ça fait aussi très longtemps. Donc moi, au départ, je suis grand reporter, donc plutôt je courais l'Amérique du Sud. Puis j'ai commencé à la radio, donc la voix, après l'écriture, après l'image, donc pas du tout dans le code. Et puis en fait, quand j'ai commencé à lancer des verticales, comme on disait à l'époque, pour le Figaro.fr, on m'a expliqué que finalement, une part du succès n'était pas simplement le contenu. Moi, j'étais toute fière de moi, journaliste avant tout. Il n'était pas simplement le contenu, mais également la tech, c'est-à-dire comment ça marche, est-ce que ça s'affiche bien, vite, etc. Donc, j'ai pris un sacré coup sur la tête au moment où j'ai compris ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai monté le Figaro Up, qui était la première réunion de journalistes et de développeurs. Et puis après, je me suis auto-dénommé Data Poète, qui était finalement prendre en compte, parce que la data sans interprétation, en gros, c'est rien. Et sans intention, c'est rien aussi. Et puis de Data Poète, j'ai dérivé évidemment vers l'intelligence artificielle. Hélène. Nous, c'est plutôt un peu plus tard, à la direction du numérique à TV5 Monde, lorsqu'on s'est rendu compte, comme un petit peu tout le monde, avec l'arrivée de ChatGPT de façon un peu massive, que la francophonie avait un rôle à jouer là-dedans et qu'il faudrait que ces IA puissent parler français et en plus qu'elles représentent toute la francophonie, y compris la francophonie du Sud, qu'on s'est rendu compte que le sujet était sur la table et qu'on avait intérêt à s'en emparer. Et donc, on s'en est emparé à ce moment-là. Et Vincent. Chez nous, chez France Média Monde, je pense qu'il y avait... Alors, il y a peut-être une confusion aussi entre ce qui relève de l'automatisation et de l'IA. Donc, de l'automatisation, on en fait depuis longtemps. Et comme TV5 et d'autres acteurs, je pense que c'est ChatGPT qui a vraiment révélé la pratique de l'IA et c'est là qu'on s'y est mis beaucoup plus sérieusement. Bon alors, si on rentre dans le vif du sujet, je voulais commencer avec toi, Camille. Et je parlais de cette fameuse plateforme dataina.fr. Est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui n'y sont toujours pas allés? Dataina.fr, c'est une manière qui est très concrète pour nous à l'INA d'implémenter l'IA au service de notre savoir-faire éditorial. En fait, c'est une expérience, une plateforme, une expérience qu'on a voulu pour le plus large public, le grand public, et notamment pour ceux qui cherchent à mieux comprendre l'information, comment elle est diffusée et surtout sur le temps long. Je vais peut-être juste un petit peu recontextualiser l'INA, parce que c'est un écosystème qui est un peu particulier. À l'INA, on a ce qu'on appelle le dépôt légal, et qui fait qu'on archive tout ce qui est diffusé à la télévision et à la radio. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes techniques? Ça veut dire qu'on a plus de 27 millions d'heures qui sont stockées dans un lac de données.
Et ça, c'est un trésor qu'on a voulu mettre en valeur éditorialement. Alors, on le fait déjà, hein, utiliser les archives pour faire des rebonds éditoriaux. D'ailleurs, vous nous connaissez surtout pour ça sur les réseaux sociaux. Là, on a voulu utiliser la matière archive pour autre chose que l'archive en elle-même, mais pour ce qu'on appelle les métadonnées. Et on a voulu miser sur ce qu'on appelle le data journalisme pour mettre en valeur toutes ces métadonnées. Voilà. Et donc, très vite, on a construit cette idée de mettre en place une plateforme pour apporter, grâce à ces métadonnées, le supplément de contexte à l'information, qui est une promesse éditoriale qu'on a inscrit vraiment dans notre ADN à l'éditorial à l'INA. Et donc, sur cette plateforme, qu'est-ce que vous allez trouver concrètement si vous vous connectez ? Vous allez trouver plusieurs médias qui sont traités. Donc, il y a une vingtaine de médias qui sont disponibles. Vous allez pouvoir les voir à travers 16 questions. Il y a 28 graphiques interactifs et personnalisables. Pourquoi je dis interactifs et personnalisables ? Parce que vous allez pouvoir choisir la période, choisir la chaîne. Si vous êtes sur les questions qui parlent des personnalités, vous allez pouvoir voir des top 10, des top 20, mais vous allez même pouvoir taper le nom de la personne qui vous intéresse et regarder l'évolution de sa médiatisation. Pareil pour les lieux. Vous allez, si vous vous intéressez à la parité à l'antenne, vous allez pouvoir voir pour chacune des antennes qui sont sur dataina.fr, donc 20 médias, l'évolution de la parité sur leurs antennes. Donc il y a vraiment une manne d'informations qui est disponible. Pour vous donner une idée, on a mis à jour le site il y a quelques jours maintenant. Maintenant, il y a plus d'1 million d'heures qui sont disponibles sur dataina.fr. Vous pouvez regarder du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2024. Juste pour vous convertir ça en langage humain, moi, si j'atteins l'âge de 100 ans, j'aurais vécu 876 000 heures. Donc il y a plus qu'une vie humaine, en fait, là, en ce moment, sur dataina.fr. Et on va encore monter en puissance. On va mettre à jour régulièrement dataina.fr pour pouvoir justement offrir toujours plus d'informations. Et tout ça, c'est accessible gratuitement. Tout ça est accessible gratuitement. Et d'ailleurs, lors de la conférence juste avant, vous parliez beaucoup d'acculturation à l'IA, etc. Nous, ça fait partie vraiment des piliers de cette expérience-là. On n'a pas fait de la data que pour faire de la data. On est là aussi pour se saisir d'un besoin du grand public qui est d'apprendre, d'être acculturé et que quelqu'un vienne leur vulgariser tous ces outils d'intelligence artificielle à la fois dans ce qu'ils ont d'extraordinaire, pouvoir traiter un énorme volume de données, mais aussi dans leurs limites et leurs biais. Et donc on a vraiment implémenté ces outils en responsabilité. On a implémenté plusieurs étapes de contrôle. Là, derrière moi, il y a toute la chaîne de production. Voilà, ça aussi, c'est la transparence. On vous explique vraiment comment on a construit ce site et comment on arrive à ces données derrière. On a 3 grandes étapes de contrôle sur ces outils. La première, c'est ce qu'on appelle les vérités terrain. C'est ce qui nous permet d'établir le taux de confiance raisonnable dans les outils qu'on a utilisés et pour fournir ces résultats. Voilà. On a aussi le contrôle des traitements automatiques. Pourquoi on va contrôler cette chaîne ? Parce qu'on a l'ambition de vous donner la possibilité de comparer des chaînes entre elles. Donc il faut qu'on soit juste, équitable entre chaînes. Donc ça veut dire que chacune des chaînes doit avoir l'ensemble de ces métadonnées. Donc pour une journée, il ne faut pas qu'il manque 1 heure, etc., etc. Tout ça est contrôlé de bout en bout. Et enfin, le contrôle de la pertinence, qui est une technique qu'on a complètement inventée à l'INA et qui, sur la clé de lecture personnalité, fait que pour chacune des chaînes, pour chacun des top 20 mensuels, on va regarder chacune des personnalités qui est détectée par l'IA et vérifier que quand Charles de Gaulle apparaît dans le top 3 de TF1 au mois de juin, c'est bien dans le cadre des commémorations et c'est pas le porte-avions, par exemple. Voilà. Ouais. Ça, oui. On reparlera effectivement de ces petites subtilités. Vincent, quand on a échangé, tu m'avais dit « Oh là là, nous, on n'a pas un super cas d'usage, on fait que du multilinguisme. » C'est déjà pas mal quand même. Je n'ai pas dit on fait que du multilinguisme, mais c'est un vrai sujet. Donc avant de parler de ce qu'on fait, peut-être on va parler de qui nous sommes.
France Média Monde, c'est peut-être pas les médias les plus connus en France en tout cas, mais ça réunit France 24, la chaîne d'information internationale en français, en anglais, en arabe et en espagnol, RFI, la radio mondiale en français et en 16 autres langues, et puis la Monte Carlo Doualia, une radio en arabe. Donc tout ça, ça diffuse à l'échelle du monde en 21 langues. On a aussi des offres 100% numériques comme Enter en 10 langues et Info Migrants en 6 langues. Une fois qu'on a posé ça, on imagine la complexité que ça représente, et c'est pourquoi on avance peut-être un petit peu moins vite en étant multilingue. Il y a une complexité de cadrage et de mise en œuvre. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de se doter d'une chaîne de production, une chaîne de traitement multilingue en fait, et c'est ça qu'on est en train de bâtir. C'est pas encore complètement concret parce qu'on est encore en test sur différentes langues. On verra que pour certaines c'est facile, pour d'autres un petit peu moins. Et on aborde des cas d'usage qu'on a déjà vus sur les confs précédentes. Nous, notre but, voilà, c'est de parvenir à réexploiter ce qui se produit dans chaque langue pour essayer d'en favoriser la découvrabilité et la réutilisabilité. C'est facile d'avoir des productions en silo. Ce qu'on veut, c'est que le matériel qui a été produit dans une langue puisse servir à une autre. Donc dans cette chaîne de traitement, on va prendre tous les audios, les vidéos, les extraits des antennes, les faire passer dans cette chaîne de traitement, on va dire, générer de la transcription dans la langue d'origine, les enrichir en métadonnées, et puis ensuite, on va mettre à disposition ces documents dans, on va dire, des back-office, des web apps. On va voir ensuite où on va positionner ces ressources. Et puis ensuite, on va proposer aux utilisateurs, ce qu'on peut voir sur la figure 1, si vous voulez. Alors c'est de la tambouille interne encore, mais voilà. Vous allez pouvoir, à la demande de l'utilisateur, et là encore, ce ne sont que des propositions éditoriales, c'est vraiment aux journalistes et aux autres fonctions de la maison de décider, de valider s'ils vont l'utiliser ou pas. Vous allez pouvoir avoir une traduction dans la langue cible, un fichier de sous-titres basé sur la transcription ou la traduction, des propositions de titres, de résumés, des propositions d'optimisation SEO, ça va se trouver sur la figure numéro 2, merci en régie, des propositions de résumés et aussi des propositions de posts pour les réseaux sociaux. Tu l'as dit Charlie, en français, en anglais, en espagnol, c'est facile parce que les modèles commerciaux du marché fonctionnent plutôt bien. En revanche, dans les autres langues du groupe, et là, c'est là qu'on se heurte à quelques difficultés, puisque les corpus de données sont moins riches aujourd'hui en arabe, en farsi, en chinois, et je ne parle pas des langues africaines, fulfulde, mandinkan, haoussa, kiswahili, qui sont très très difficiles pour nous. Donc, pour finir avec cette question, on essaye de travailler avec des modèles de données open source du marché en fonction des fonctionnalités qu'ils proposent, et puis de les enrichir, puisque notre vraie chance à nous, c'est qu'on a les rédactions, on a les locuteurs, et on a de quoi enrichir ces modèles de données. Alors chez ETX Magellan, vous êtes plutôt en train de tester, je crois que c'est un média compagnon. Alors qu'est-ce que c'est quand même, Cécilia ? Alors, un petit mot sur ETX Magellan pour comprendre Magellan, plateforme de podcast. ETX, en fait, un groupe média qui aide les médias à se transformer, à innover. Et en fait, la jonction des deux, ça a été la projection de qu'on allait basculer vers un monde. Alors, quand je dis basculer, les mondes coexistent entre eux, heureusement. Mais allait se développer un monde de l'audio et de la commande vocale, le monde où on a les oreillettes et où, en fait, on fait beaucoup de choses à la voix. Et notamment, on conduit, on prend les transports, on court, on fait du vélo, etc. Et donc, ce basculement, ça allait introduire, en fait, un nouvel espace pour l'audio en général et pour le vocal plus largement. Et donc ce nouvel espace, la première étape qu'on a fait, c'est on a mis les journaux en audio. C'est-à-dire on est le premier provider de voix de synthèse pour les journaux français, qui fait que les journaux ont fait quelque chose d'un peu classique, ils ont mis un petit play sur leur page, et donc on peut écouter l'article. Mais ça, c'est pas ça l'usage. Le nouvel usage, et on le présentait avant même le lancement de ChatGPT, mais maintenant avec les intelligences génératives, c'est beaucoup plus clair, c'est que l'usage va basculer en fait potentiellement vers un tout audio, tout vocal. C'est-à-dire que je choisis les articles que je veux entendre et quelque part, j'accède à mon journal. Pour prendre l'exemple le plus strict qui serait mon PDF, j'accède à mon journal à travers la voix.
Et donc, je circule, c'est une nouvelle façon de circuler entre les contenus. Il y a une chose qui est intéressante. ChatGPT, au début, ça commence par une question. Et en fait, l'accès par la question, c'est quelque chose qui est perturbant pour les journalistes. On est dans une forme de proposition, hiérarchie, etc. On était plus de l'ordre de la proposition-réponse plutôt que directement de la question. Donc aujourd'hui, les médias vont devoir se réorganiser pour se dire comment je crée une nouvelle navigation à partir de cette question. Par exemple, je veux savoir si c'est le moment d'acheter à Marseille. Je vous dis ça parce que j'habite en partie à Marseille. Donc si c'est le moment d'acheter à Marseille, et dans ces cas-là, en fait, je vais peut-être commencer par cette question, et c'est là qu'intervient l'idée du média compagnon. Mon média local, par exemple, aujourd'hui, il faut que j'ai une sorte de... Dans un monde très confus, il y a de l'info partout. Mon média local, en fait, c'est ma référence. Je connais son nom. On connaît les Échos, on connaît le Parisien, on connaît la Provence, etc. Je connais son nom et en fait, je lui pose ma question. Il a la réponse parce qu'il a déjà traité cette question. Il a la réponse où il est capable, en intelligence artificielle générative, d'aller chercher une réponse. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vérifier que cette réponse soit OK. Et la suite, une fois que j'ai donné la réponse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me propose après? Et là, en fait, nous, ce qu'on est en train de faire dans ce média compagnon, c'est un média où le contenu du média, qui est déjà très riche en informations, est passé en audio. Il est analysé. C'est toujours le process que tout le monde vous a décrit, c'est-à-dire de la métadonnée. À un moment donné, il faut savoir de quoi ça parle. Et donc, on est capable d'actionner, en fonction d'une question, un premier niveau de réponse, et puis une proposition à la voix. La personne peut demander « je veux en savoir plus », ou au contraire « passe-moi le sport ». Et donc on passe sur le sport. Il y a du résumé des articles, il y a de l'approfondissement, il y a l'équivalent des encadrés. Qu'est-ce que ça serait un encadré? C'est-à-dire à l'audio, comment je navigue sans avoir le visuel pour avoir un autre approfondissement, ou un programme qui n'est pas de la voix de synthèse, mais qui est du reportage terrain des journalistes, où ils ont ramené une interview, ils ont ramené du son. Donc aujourd'hui, chez ETX Magellan, nous, ce qu'on fait, c'est au début de la voix de synthèse, mais en réalité, c'est finalement une mise en, je dirais, une proposition éditorialisée en audio, dans laquelle, qui est compagnon. Ça me sert dans ma vie de tous les jours. Je me balade et j'ai ce compagnon à qui je peux poser des questions et qui me propose des choses. Et en plus, qui est conversationnel. Ça veut dire que la façon dont je vais naviguer entre les contenus, il va y avoir à la fois de la proposition, mais moi-même, je vais être un acteur de cette navigation. Parce que je vais lui dire, d'abord, surtout l'audio, c'est long. Donc, résume-moi. De quoi ça parle? Et puis ensuite, là, ça m'intéresse. Donc, mets-le-moi en entier. Et puis même, j'en veux plus. Et donc, quelque part, quelque chose qu'on a recherché dans les médias qui était la personnalisation. C'est une grosse préoccupation des médias. Comment est-ce qu'on construit de la personnalisation, de la pertinence? Les gens sont distraits, ils ont peu de temps, peu d'attention. Ben, c'est finalement arriver à être dans cette interaction de proposition. Et ça, on le fait avec de la voix de synthèse. Est-ce que je montre mon audio maintenant? Alors, juste pour vous dire... Oui, vas-y. Je le fais? Oui, on peut le passer maintenant. Ouais. Juste pour vous dire... Voilà. Nous, en fait, comme on travaille pour des médias... On est bien, hein? Alors, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui ont une vie très accélérée. Ils ont les infos très rapides. On perd pas de temps. Non, donc c'était pas tout à fait ça. Mais pour vous dire, nous, on travaille avec plein de médias qui sont en train d'essayer, avec prudence, d'élaborer, parce que c'est un entier écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vrai, on connaissait le support du papier, on connaissait le support de l'écran. Comment je passe? C'est quoi mon nouveau support? Par exemple, l'audio, comment je le capte? Où est-ce qu'il est diffusé? Et ça, c'est en fait, on est dans la construction de, finalement, à partir d'une app, à partir d'un QR code, à partir de la ville qui me sert de support où je peux recapter l'information. Donc, on est en train de construire finalement une nouvelle distribution. Au début, elle est globale, je me mets dessus, c'est le choix de l'éditeur. Ma question, je le personnalise. Et puis, au fur et à mesure qu'on me connaît, en fait, j'ai une programmation en audio personnalisée. C'est ce qu'on aurait pu écouter. Désolée. Hélène, ceci, c'est un peu du conversationnel, mais c'est un peu autrement. C'est quelque chose que vous avez mis en place. J'ai vu, c'était au moment de la sommet de la francophonie. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? Oui, donc effectivement, TV5 Monde, c'est la chaîne mondiale francophone. Donc le but, c'est de valoriser la francophonie et tous les programmes qui parlent en français. Et on a eu le sommet de la francophonie l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et un de nos défis, justement, c'était de rendre cette francophonie accessible au grand public. C'est toujours un petit peu rébarbatif, la francophonie, dit comme ça. Et on s'est dit que nous, en IA, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le saut technologique de l'IA générative et de se dire, est-ce qu'on peut imaginer un LLM, un modèle de langage large qui utilise l'IA générative et qui permettent de converser avec des grandes personnalités francophones comme François Ier, Marguerite Duras, Jacques Brel, Denise Bombardier, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. L'idée, ça a été de proposer ça au grand public
Ça aussi, c'était vraiment essentiel pour nous. Et de proposer des réponses personnalisées, et vraiment comme si on conversait avec François Ier. Et évidemment, tout ça en garantissant une véracité, une exactitude, évidemment, des propos, un respect aussi du ton, du langage. François Ier ne parle pas comme Jacques Brel. Et de travailler donc sur des bases qu'on a nourries, qu'on a travaillé avec des historiens, avec des experts, auxquels on a contribué en s'appuyant sur la techno d'Askmona. Et peut-être on peut regarder quelques images de dialogue avec, qui est encore accessible sur le site de tv50.com si vous voulez aller jeter un œil après. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre à portée du grand public des utilisateurs ce LLM, et en fait de se dire, ok, en fait comment ça marche. Alors on a tous envie de tester, de lui poser des questions un peu idiotes pour s'amuser, effectivement, mais nous on s'est dit, ce qu'on voulait, c'était justement qu'il n'y ait pas d'hallucination comme on peut le voir sur ChatGPT, qui va éventuellement inventer des choses. Nous ici, on a travaillé sur une base de données fermée, une base de données qualifiée qu'on a travaillée de façon à ce que, à aucun moment, l'une de ces personnalités ne puisse inventer, ne puisse broder, et lorsqu'elle ne sait pas répondre, elle dit c'est hors de ma portée, je ne peux pas vous répondre. Ce qui était aussi intéressant, c'est de travailler et de faire converger nos bases. Par exemple, lorsque on pose des questions à Jean-Jacques Rousseau sur son œuvre, sur sa vie, eh bien, il va vous renvoyer vers des ouvrages de la bibliothèque numérique de TV5 Monde, qui est gratuite, qui permet de télécharger tous les bouquins de Rousseau, les Confessions par exemple, gratuitement. Donc c'est une façon de faire découvrir aux utilisateurs la francophonie, le français, pour les gens qui apprennent le français, de façon complètement plus amusante que d'aller chercher évidemment des contenus en direct sur Rousseau, sur Aimé Césaire, sur Senghor, sur leur relation avec le français. Et donc voilà un petit peu comment on a travaillé, et on s'est appuyé sur la technologie de l'agence Askmona, qui est une start-up, maintenant un peu plus que start-up, spécialisée justement dans l'IA au service des institutions culturelles. Et vraiment, je pense que c'est intéressant de montrer qu'il y a des IA lorsqu'on en a le cadre et lorsqu'on les travaille de façon éclairée, qui peuvent justement servir nos besoins de service public. Et je pense que c'était un petit peu le souhait qu'on voulait faire avec ce POC, puisque aujourd'hui c'est vraiment un extrait de ce qu'on peut faire. Il y a d'autres choses qui sont faites en IA, mais je pense que c'est le plus grand public, et ça montre que l'IAG peut être utilisé à bon escient. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais ce qui est intéressant dans les exemples, je ne sais pas ce qui vous a conduit à venir à cette partie de la conférence, mais ce qui est intéressant dans les exemples, c'est que en fait, les use cases, ils viennent ajouter du journalisme, de l'usage, de l'engagement. C'est toujours un point qu'il faut redire, c'est que finalement, la façon dont on pense l'utilisation de ces IA génératives, c'est comment est-ce qu'on peut amplifier, améliorer, personnaliser ce qu'on fait dans nos métiers de médias. Et en fait, ça, à partir du moment où on le pense comme ça, pas simplement on peut avoir des gains de productivité, et je comprends toute cette perspective, elle est aussi importante, mais finalement, les gains de productivité, on a beaucoup évoqué la loi de Pareto. Aujourd'hui, quand on fait des choses à base d'IA, 80% est très bon, les 20% qui ne sont moins bons, en matière de journalisme, c'est quand même un énorme souci. Donc, même si c'est 5%, donc finalement, c'est comment on gère ces 5%, et surtout, pourquoi on le fait. Le plus important, c'est parce qu'on peut dédier du temps pour le gérer. À partir du moment où, en fait, ça élargit ce qu'on voulait faire, ça amène une utilité nouvelle pour l'utilisateur. Et là, c'est le point qui est le plus important, c'est qu'il va y avoir des efforts. Le rêve du tout automatique, il n'existe pas. Par contre, quand on fait là un LLM comme celui-là, ou l'INA qui permet de comparer les chaînes, c'est marrant. En fait, ça amène des nouvelles données, on comprend des choses sur le... Et nous, je pense qu'on aide les journaux à devenir conversationnels et à finalement devenir des médias compagnons, qui, à mon avis, est vraiment comme l'avenir des médias. C'est important, et ça va demander des efforts d'IA et des tas d'efforts humains, mais des efforts humains dans le sens des efforts de créativité, des efforts de vérification, une nouvelle forme encore de production des médias.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça replace notre métier de journaliste dans l'essence même qui est de la pertinence, transmettre. Voilà. Et nous, vraiment, sur Dataina, quand je vous parlais tout à l'heure des contrôles, on ne s'est pas arrêté juste à créer une base de connaissances pour nous-mêmes, on la partage. Et sur les graphiques de dataina.fr, sur la clé personnalité, à côté des noms de personnalités où on a détecté des biais, quand vous cliquez, il y a un petit picto orange, vous cliquez dessus, vous avez un texte qui va vous expliquer vraiment étape par étape quel est le problème. Le premier, c'est quel est l'outil IA qui s'est trompé et pourquoi il s'est trompé. Donc je vous prends un autre exemple. Paul Verlaine arrive très tôt dans les tops de certaines chaînes d'information en continu. On n'a pas besoin de regarder ces chaînes d'infos en continu pour savoir qu'il n'y a pas une passion pour la poésie. Pourquoi Paul Verlaine remontait ? Eh bien parce que l'outil d'extraction d'entités nommées, donc qui reconnaît les personnes et les lieux, n'arrivait pas à faire la distinction entre Groupe Verlaine, qui est une entreprise qui fait de la rénovation énergétique, et Paul Verlaine. Donc, dans le message d'alerte qu'on a mis sur le site, on explique que voilà, de temps à autre, Paul Verlaine est confondu avec cette entreprise-là. Le deuxième niveau de lecture qui est très important, c'est une acculturation là, carrément à la statistique. Quel est l'impact sur l'information que je lis ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une surreprésentation de Paul Verlaine sur les graphiques. Et le troisième niveau d'information, est-ce que ces outils-là vont s'améliorer à l'avenir ? Et effectivement, en ce moment, ils ont du mal à prendre le contexte en compte, mais peut-être que dans un an, on retirera en fait ces messages d'alerte parce que les outils se seront suffisamment améliorés. Et puis hier, on a donné naissance à une nouvelle étape en fait de dataina.fr qui est le baromètre dataina.fr de l'actualité. Je ne sais pas si la slide est encore là, mais c'est la troisième au cas où je le dis comme ça. Voilà. Et en fait, qui découle elle aussi de la même démarche d'exploration des données de l'IA et de montrer au public comment on peut s'emparer des données et comment on peut en tirer de l'information et des choses rigolotes. On est dans une table ronde sur l'IA. Je vous pose une petite colle. Est-ce que vous savez à quel point on parle plus d'IA depuis que ChatGPT a été lancé le 30 novembre dernier ? Oh là là. Eh ben, 7 fois plus. J'ai comparé en fait entre le 30 novembre 2022 et maintenant, avec la même période avant, en fait on en parle 7 fois plus sur les antennes. Mais on peut aussi s'amuser à faire plein d'autres choses. Je me suis amusée à regarder par exemple les 2 premières semaines de prise de fonction de nos premiers ministres, lequel a surperformé médiatiquement. Bon, bah, c'est François Bayrou sur les mandatures d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc le baromètre, lui, en fait, il va plus loin que dataina.fr. L'idée, c'était à un moment d'offrir une rétrospective de l'actualité à travers des indicateurs qu'on a créés. Certains sont déjà sur dataina.fr, par exemple la parité, femmes-hommes, et d'autres qu'on a créés spécialement pour ce produit éditorial, par exemple les mots de l'actualité. Alors vous pouvez aller taper dans les moteurs de recherche de dataina.fr certains mots. Là, on est allé carrément regarder tous les mots qui ont été prononcés sur 16 antennes et on a remonté le top 100 des mots qui avaient été les plus prononcés. Donc je vous inviterai à regarder le baromètre. Et puis les territoires aussi, la médiatisation des territoires. On parle pas mal de Mayotte en ce moment. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder département par département la médiatisation pour pouvoir comparer les départements entre eux. On a rapporté ces chiffres-là à leur population. Et là, on en tire de l'information, on en tire des histoires. Voilà. Et puis, vous irez regarder les quelques autres chiffres. On a vraiment regardé un petit peu toutes les actualités qui se sont écoulées. Cécilia, Hélène, rapidement. Ouais. Juste, un petit mot, je trouve intéressant ce que tu expliques sur le fait d'expliquer comment ça marche et pourquoi il y a eu un biais, etc. Sur Dialogue avec, on a aussi rajouté vraiment une sorte de FAQ, mais vraiment très accessible, comment ça marche. Parce que là, on est entre nous, les LLM, on voit à peu près, mais c'est quand même flou pour beaucoup de gens. C'est un peu une sorte de, on ne sait pas trop, c'est rigolo, et on avait intérêt, nous, à montrer justement comment ça fonctionnait et comment on avait entraîné cette base, sur quoi on s'était basé, pourquoi il ne pouvait pas dire de bêtises a priori. En tout cas, on est sur une base de données fermée. Et je pense qu'on a vraiment cet intérêt à la fois aussi d'acculturer, d'éduquer et d'expliquer comment ça fonctionne et d'ouvrir le capot. Et donc vraiment, c'est ce qu'on a souhaité faire sur ce projet. Il y a un point qui est intéressant dans tout ce qu'on fait aussi. Par exemple, quand on fait un résumé d'un article, quel est le statut de ce résumé ? Est-ce qu'il y a du droit d'auteur ? Qui est l'auteur ?
Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'audio, au début, on vous propose un résumé de l'article parce que tu n'as pas forcément envie d'écouter l'article en entier. Et le chapeau, on voulait au début prendre juste les chapeaux, mais les chapeaux, ils ne sont pas du tout écrits pour l'audio. Quand vous voulez 2 points, machin truc, 20 millions, machin, c'est inaudible. Donc quand on les réécrit, qui est l'auteur de ce texte? Et donc, en fait, ça pose plein de questions. Et probablement, on va changer aussi nos façons de travailler, c'est-à-dire qu'un petit peu pour inclure des choses qui vont aider finalement les intelligences à être plus précises, plus pertinentes dans ce qu'elles proposent. Et on va aussi, il y a une forme d'acculturation du public qui est, on leur dit quelque part que c'est fait. Alors nous, on dit avec amour et intelligence artificielle. Et donc, on a toujours ce petit message à la fin des audios. Mais ça veut te dire aussi que il y a une sorte de double effet de signaler qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est important. Ça crée aussi une forme de tolérance à la façon, par exemple, sur la voix de synthèse, la façon dont elle prononce les noms, etc. Et ça crée aussi une petite forme d'alerte. Ce que disait tout à l'heure la jeune femme du FT était intéressant. Elle disait, on a une formule très très alambiquée, mais qui voulait dire, cet article a d'abord été écrit par un journaliste, et puis il a été un petit peu draft par une intelligence artificielle, et puis relu encore par un journaliste avant qu'on vous le propose. Vous voyez les précautions. Ça veut dire que quand on fait un use case, aujourd'hui, on est encore en train de, et c'est bien, de créer de la transparence sur la façon dont c'est fabriqué. Et donc, ça veut dire dans la façon dont on peut le recevoir. Mais ce qui est important, c'est que, par exemple, sur la personnalisation, le fait que nous, par exemple, à partir du PDF, on s'est amusé à partir du PDF de la Provence, je vous dis parce que je suis à moitié marseillaise, à créer une version pour un homme retraité, une jeune femme qui aime la culture. Et en fait, d'un même PDF, on pouvait extraire en audio un journal sur la même base qui n'était pas du tout le même. J'avais quelque chose avec un ton complètement différent, les informations. Je demandais à l'intelligence, pourquoi tu as choisi cette information plutôt que celle-là dans ton choix? Au début, tout est fait par prompt. Et on dialogue avec le prompt, du genre, pourquoi pour une jeune fille, tu élimines ce sujet sur l'énergie? Et en fait, on arrive à créer une explicabilité des choix. Et quand on teste ça, on voit que ça crée en fait de la pertinence. Alors, vous avez parlé toutes les deux de ces précautions. Est-ce qu'il y a un peu d'autres défis, peut-être Vincent, des défis, je sais pas, éthiques, des défis de souveraineté quand vous travaillez sur des projets d'IA comme ça? Ouais, et avant ça, il y a un défi qui est qu'aujourd'hui, pour s'internationaliser, on peut le faire à peu de frais avec ces outils. Donc nous, on a un défi de, je dirais pas de survie, mais quand même de continuer à exister. Et c'est pour ça que on peut rêver de tas de cas d'usage. Nous, on est quand même un petit peu plus sur le renforcement d'une machine éditoriale, la rendre un petit peu plus puissante pour que ces contenus soient découvrables. Donc voilà, on n'est pas encore dans des cas d'usage où on est en affichage direct pour les utilisateurs. On essaye plutôt de se développer pour pouvoir exister sur ces langues qui intéressent moins commercialement ces grands modèles. Voilà. Donc on va aller chercher d'autres modèles qui sont un petit peu plus confidentiels, mais qui permettent de traiter d'autres langues. Et on travaille aussi en collaboration avec les amis de Radio France notamment et des médias francophones publics pour fournir des corpus de données qui vont pouvoir enrichir, alors eux sur le français, mais nous on doit faire ces travaux avec d'autres entreprises ou organismes de recherche. Et voilà, c'est ce sur quoi on va se concentrer dans les mois à venir. Effectivement, si on veut que les IA parlent français demain, ou bien lingala, swahili, etc., il va falloir qu'on y mette du nôtre et qu'on aille y travailler, vraiment à mettre les mains dedans pour que ces langues-là soient aussi représentées partout dans le monde et notamment dans les IA. C'est un défi technique ou pas? C'est un défi technique parce que certaines des langues rares qu'on a évoquées là, notamment les langues africaines, où si on y travaille, il y a très peu de bases, il y a très peu de supports écrits, donc forcément il y a moins de quoi nourrir les LLM et les algorithmes en général. Donc forcément elles sont moins représentées. Donc si on ne veut pas demain que toutes les IA parlent anglais, et on le sait à TV5 Monde à quel point une langue représente aussi des valeurs, la francophonie ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi des valeurs, il faut qu'on fasse en sorte que cette langue elle existe, qu'elle soit découvrable sur les moteurs, sur les outils qu'on utilise au quotidien. Une petite précision pour compléter, tu évoquais les biais et les risques éthiques. Effectivement, on sait que les moteurs, enfin les fournisseurs de LLM américains sont biaisés de par leurs données d'apprentissage. On va avoir probablement bientôt accès à des LLM chinois qui eux-mêmes comportent leurs propres biais. Donc voilà, comment on avance sur ces langues-là et à partir de quel matériel. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer, nous, France Média Monde, avec nos locuteurs, nos rédactions et puis les publics qui consomment ces contenus. Oui, je vous invite à tester le modèle DeepSeek. C'est le modèle chinois. Si vous lui demandez ce qui s'est passé à Tiananmen, il vous dira qu'il ne sait pas. Voilà, intéressant.
Vous pouvez poser plein de questions drôles comme ça. Dernière petite question pour vous tous, c'est quoi un peu les prochains sujets? Alors, je vais peut-être pas vous demander vos prochains projets vraiment, mais sur quoi vous allez travailler, les prochains cas d'usage pour 2025. Allez, Camille. Nous, on va continuer à faire grandir du coup l'édito autour de dataena.fr, notamment avec le baromètre. Là, pour le moment, il y a celui qui vient juste de sortir hier, tout beau, tout frais. On espère vous en sortir très prochainement d'autres. Et puis, beaucoup d'enquêtes pour la revue des médias à partir de données IA, parce que c'est un peu aussi mon cœur de métier. Alors nous, on va continuer à développer des médias conversationnels, à aider les médias à devenir conversationnels, c'est-à-dire à partir d'un patrimoine écrit, comment est-ce qu'on crée ce média conversationnel, réellement conversationnel. C'est à plein de niveaux. Souvent, on le fait, c'est très bien. Ce qui est très difficile, c'est la stabilisation, la sécurisation de ce qu'on fait, de ce qu'on propose. Mais c'est un système d'élaboration finalement continu et notamment de transformation aussi des voix de synthèse elles-mêmes. Je ne sais pas si vous en êtes familier, mais effectivement, on a quand même basculé maintenant dans une qualité de voix. Il y a la question des langues. Hein. C'est pas la même qualité en fonction des langues parce qu'on voit comment elles ont été entraînées. Donc, il y a la question des langues et notamment le français est assez difficile. Donc, nous, on a tout un projet d'ailleurs d'entraînement spécifique sur du français pour venir compléter des langues qu'on utilise qui sont des GAFAM, mais qu'on vient compléter pour qu'elles soient meilleures aussi en français. Voilà, donc le média conversationnel, le média compagnon, c'est ça. Nous, on va continuer de booster certains de nos CMS avec de l'IA, les champs et pour accompagner la production des journalistes, comme beaucoup le font. On a un sujet aussi de multilinguisme avec du sous-titrage en langue rare. Pourquoi pas des travaux d'accessibilité aussi, rendre nos contenus plus accessibles à l'ensemble des publics pour être plus inclusifs encore. Donc utiliser l'IA, on va dire tech for good. Nous, on va continuer à essayer de déployer ces cas d'usage auprès des personnels, pas uniquement auprès des rédactions. Hein. Aussi, je pense que ça intéresse notamment les gens des études, hein, qui travaillent sur de la matière dans des langues qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc, pour leur apporter une compréhension de ce qu'ils lisent et pour les catégoriser, ça peut être intéressant. Et puis, je pense qu'à un moment, on va aussi travailler sur la personnalisation. On va commencer à réfléchir à la personnalisation pour offrir une expérience aux utilisateurs beaucoup plus personnalisée, ciselée, et ainsi développer la fidélité des audiences. Le gros sujet. Est-ce que j'ai le droit... est-ce que le public... Oui, coupez le micro, du coup. Est-ce que j'aurai une question ? Allez, une question si... Elle est toujours difficile, sinon on fait la deuxième question. Non, écoutez, parfait, on a répondu à toutes leurs questions. Merci beaucoup encore d'être venus.